Oh, Vincent Vega, our man in Amsterdam. Jules Winfield, our man in Inglewood. Get your asses down in here. God damn, nigga, what's up with them clothes? You don't need more than that. Where's the big man? Big man's right over there taking care of some business. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré au son. Pour introduire cette vidéo, écoutons un extrait d'une chanson. Nous allons nous poser la question suivante, quelles sont les caractéristiques d'un son? Pour cela, nous allons d'abord décrire la nature du son. Ensuite, nous verrons la distinction entre ce qu'on appelle un son pur d'un son complexe. Et enfin, nous parlerons de niveau d'intensité sonore. Que se passe-t-il lorsqu'un son se propage dans l'air? Pour répondre à cette question, on va utiliser une illustration. À gauche, là, vous voyez apparaître donc une bouche qui va jouer le rôle d'un émetteur sonore. Dans votre bouche, il y a ce qu'on appelle des cordes vocales qui vont se mettre à vibrer lorsqu'on émet un son. Cette vibration va entraîner un léger déplacement des molécules qui constituent l'air autour des cordes vocales. Quelle est la nature des molécules qui constituent l'air? Vous devez savoir ça, en fait ce sont les molécules de dioxygène et de diazote. Qu'est-ce qui se passe lorsque les molécules autour des cordes vocales se mettent à vibrer? En fait, cette vibration va se transmettre de proche en proche dans l'espace. Ainsi, on va avoir des zones où l'air va être comprimé et des zones où l'air va être détendu. Et on peut résumer ceci en disant que le son peut être décrit comme une propagation de compression et détente des molécules d'air. Pour bien le comprendre, je vous fais apparaître ici une animation. Là, nous avons un haut-parleur à la place des cordes vocales, donc il va émettre un son bref. Vous voyez, il fait juste un petit mouvement. Et donc ce mouvement va se propager dans l'air en comprimant et détendant les molécules d'air. Et à l'autre bout de la chaîne, on retrouve nos oreilles qui vont jouer le rôle de récepteurs. Comment visualiser le signal sonore en fonction du temps? Alors là, je vous fais réapparaître donc l'illustration qui représentait la propagation d'une onde sonore. Et vous voyez, à la place de l'oreille, je vais mettre un microphone. Celui-ci va capter l'onde sonore et le transformer en un signal électrique. Et ce signal électrique va être représenté sur l'écran d'un oscilloscope ou d'un ordinateur. Donc sur cet écran, l'abscisse, ça va être le temps, exprimé en secondes, et l'ordonnée, ça va être une tension exprimée en volts. Donc dit autrement, le microphone permet de visualiser sur un oscilloscope ou un écran d'ordinateur le signal sonore en fonction du temps. Lorsque le signal sonore enregistré au cours du temps est une fonction sinusoïdale, on dit que le son est pur. Voici un exemple de son pur enregistré donc au cours du temps. Et on voit bien qu'on a affaire à une très belle sinusoïde. Par rapport à ce signal, on va définir deux grandeurs. La première, c'est ce qu'on appelle la période, qui est définie ainsi, c'est la durée nécessaire pour que le signal se répète. Donc cette période sera notée T majuscule et son unité, ça sera la seconde, S minuscule, le symbole. Alors regardez ici, je vous fais apparaître une période sur le signal. Vous voyez, si je me place au maximum ici, le maximum suivant, il sera écoulé une période. J'aurais pu faire la même chose entre un minimum ici et le minimum suivant, ou une valeur nulle, par exemple ici. Alors il ne faut pas se placer là. Là, vous voyez, là le signal est descendant, là il est montant. Donc quand je retrouve un signal descendant qui passe par l'origine, c'est le cas ici, là j'ai de nouveau une période. Ici on peut faire la mesure, vous voyez que le maximum là on va considérer qu'il se situe à un niveau de 4 millisecondes, et le maximum suivant, on va dire 24 millisecondes. Donc si je fais la différence 24 moins 4, j'obtiens 20 millisecondes, que je vais exprimer en secondes, ça nous fait 20, 10 moins 3 secondes. Maintenant on va avoir une deuxième grandeur qu'on appelle la fréquence, et qui se note F minuscule, et entre parenthèses, le symbole de son unité, c'est Hz, qui veut dire Hertz. Alors la fréquence, c'est défini ainsi, c'est le nombre de fois que le signal se répète en une seconde. Et mathématiquement, on peut le définir par la relation suivante, F égale l'inverse de la période. Donc si on fait les unités, donc T doit être exprimé en secondes, et F en Hertz. Si on fait le petit calcul ici, il suffit de diviser 1 par 20 10 moins 3, on obtient 50 Hertz. Dit autrement, là, ce signal, il va se répéter 50 fois pendant une seconde. Quel est le lien entre la fréquence et la perception du son par nos oreilles? Alors imaginons qu'on ait un appareil et qu'on puisse jouer ici différentes notes. Et d'abord, on va générer une note de fréquence 98 Hz. Vous voyez, c'est marqué ici. Et on visualise son signal sur l'écran de l'oscilloscope. Ensuite, on va jouer une autre note, cette fois-ci de fréquence 988 Hz. Donc quasiment une fréquence 10 fois plus élevée. En visualisant son signal sur l'oscilloscope, on voit un signal qui est beaucoup plus resserré. Pourquoi? Lorsque la fréquence augmente, la période diminue,
Donc vous avez là une petite période qui est 10 fois plus petite que celle qui apparaît ici. Au niveau de nos oreilles, si on entend donc ce son et celui-là, là on va avoir ce qu'on appelle un son plus grave et là un son plus aigu. Alors pour distinguer ces différentes natures de sons, je vous fais apparaître ici un axe horizontal en fréquence. Tout d'abord, on va distinguer deux valeurs, 20 Hz et 20 mHz. Pourquoi? Si le son a une fréquence comprise entre 0 et 20 Hz, on va parler de infrason et nos oreilles ne vont pas percevoir ce son-là. De la même façon, si la fréquence est supérieure à 20 mHz, on va parler d'ultrason et pareil, nos oreilles ne pourront pas capter ces sons-là. Entre 20 et 20 mHz, par contre, les sons vont être audibles. Et parmi les sons audibles, on va distinguer trois catégories. Entre 20 et 200, on va parler de sons graves. Entre 200 et 2000, de sons médiums. Et entre 2000 et 20 000, de sons aigus. Lorsque le signal sonore enregistré au cours du temps est une fonction périodique mais non sinusoïdale, on dit que le son est complexe. Voici un exemple de son complexe. Alors tout d'abord, le côté périodique. Vous voyez que si je pars de là, et je vais revenir ici, et là je retrouve bien un motif qui va se répéter ensuite. Donc le son, on dit qu'il est périodique. Et par contre, il n'y a pas de sinusoïdal, on n'a pas une belle sinusoïde qui est représentée ici sur le tracé. Donc là, je vais pouvoir mesurer, comme je l'avais fait pour le son pur, une période. Vous voyez, si je me place ici, j'ai là une période. J'aurais pu faire la même chose entre là et là. Donc, je peux la mesurer. Par exemple, là, je considère que je suis à 0,6 millisecondes et là à 5,6 millisecondes. Donc, ma période sera égale à 5,6 moins 0,6, 5 millisecondes. Donc, exprimé en secondes, 5,0 10 puissance moins 3 secondes. Et de la même façon, je peux calculer sa fréquence en faisant 1 sur 5 10 moins 3 et j'obtiens une fréquence de 200 Hz. Un son complexe peut être décomposé en une somme de sons purs. Là, vous revoyez donc l'enregistrement au cours du temps d'un son complexe, c'est-à-dire, vous voyez, il est bien périodique, mais il n'est pas sinusoïdal. On montre en maths que l'on peut décomposer ce signal périodique en une somme de signaux sinusoïdaux. Une fois qu'on a fait ça, on représente donc le signal ici non sinusoïdal de la façon suivante. En ordonnée, on va mettre l'amplitude et en abscisse les fréquences. La plus petite fréquence va correspondre à ce qu'on appelle le fondamental. Et ensuite, les autres signaux sinusoïdales qui auront des fréquences supérieures, on va appeler ça les harmoniques. Si je reprends le signal qu'on avait étudié lors de la diapo précédente, sa fréquence était 200 Hz. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le fondamental. En fait, la fréquence qu'on va relire en mesurant ici la période, apparaît ici, c'est la fréquence la plus élevée, la période la plus grande. Et ensuite, par exemple, si je me réfère au spectre là, si je veux calculer la fréquence F2, ça va correspondre à ce qu'on appelle l'harmonique de rang 2. Il suffit de multiplier la fréquence fondamentale par 2 et j'obtiens ici 400 Hz. Alors l'harmonique de rang 3, vous voyez, il n'apparaît pas ici. Donc il n'est pas présent. Par contre, l'harmonique de rang 4, il apparaît ici. Et donc je le calcule de la façon suivante en multipliant par 4 la fréquence du fondamental. Donc j'obtiens 800 Hz. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les harmoniques. Et donc la relation qui relie la fréquence des harmoniques à la fréquence du fondamental, c'est Fn égale n fois F1, n étant un entier. Avec quelle grandeur quantifie-t-on si un son est plus ou moins fort? Imaginons l'expérience suivante où on prend un haut-parleur de forme sphérique. Et imaginons qu'il puisse émettre dans tout l'espace qui l'environne. Cet haut-parleur va être caractérisé par sa puissance sonore, exprimée en watts, qui va pouvoir émettre. Cette puissance sonore, imaginons qu'elle soit émise de façon brève, elle va se propager dans l'espace sous forme d'une onde sphérique centrée autour du haut-parleur. Plaçons un sonomètre à une certaine distance du haut-parleur. Donc lui, il va mesurer la puissance surfacique ou intensité sonore, que l'on notera grand I, et qui s'exprime en watts par mètre carré. Et vous voyez, c'est le même phénomène qu'on avait vu avec le Soleil. Le Soleil émettait une certaine puissance, et par exemple au niveau de la Terre, on recevait une certaine puissance surfacique de la part du Soleil. Quelle grandeur est affichée par le sonomètre? Dans la diapo précédente, je vous ai dit que le sonomètre mesurait ce qu'on appelle la puissance surfacique ou l'intensité sonore. Or en fait là, vous voyez, ce n'est pas ce qui est affiché. En fait, la grandeur qui va être affichée, c'est ce qu'on appelle le niveau d'intensité sonore, que l'on notera grand L, et dont l'unité est le décibel, D minuscule, B majuscule, son symbole. Vous voyez, c'est marqué ici dB. Alors comment passe-t-on de l'intensité sonore au niveau d'intensité sonore? D'abord, je vous ferai apparaître ici les unités. Donc I est bien en watts en mètre carré, et L, le niveau d'intensité sonore, est en décibels dB. Avant d'aller plus loin, on va préciser ce que veut dire le I0 ici. En fait, il vaut 10-12 watts en mètre carré, et c'est l'intensité sonore de référence.
Dit autrement, c'est la valeur minimale d'intensité que nos oreilles peuvent détecter. Pourquoi est-ce qu'on utilise cette fonction mathématique log ici? Dit autrement, ça revient à se poser la question, pourquoi utilise-t-on le niveau d'intensité sonore, donc le L, à la place de l'intensité sonore? Donc pour répondre à cette question, je vous fais apparaître ici un graphique où paraît ici l'intensité sonore en watts par mètre carré et là le niveau d'intensité sonore en décibels, en fonction de différents générateurs de bruit, on va dire. Le plus silencieux ou le moins bruyant serait la bibliothèque ici, avec une intensité sonore de 1,10 puissance moins 9 watts par mètre carré, et le plus bruyant, un avion de décollage de 10 watts par mètre carré. Imaginons qu'on veuille représenter avec une échelle linéaire ces valeurs-là. Vous verriez très bien les valeurs entre 1 et 10, mais par contre ça serait tellement petit qu'on ne pourrait pas le visualiser. D'où l'intérêt d'exprimer le niveau d'intensité sonore, où là, vous voyez, l'échelle est beaucoup plus visuelle. Donc dit autrement, cette fonction mathématique logarithme permet de passer d'une échelle, on va dire, pas très lisible, à une échelle beaucoup plus pratique, plus lisible. Donc la fonction logarithme, LOG, son symbole, permet d'obtenir une échelle plus pratique. We happy? Vincent? We happy? Yeah, we happy. Look,